Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 99 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Lucas Merlos. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors Lucas, je suis ravi de vous recevoir à plusieurs titres. Le premier, c'est que au bout de 99 épisodes, on va enfin évoquer une série sur l'Espagne, une série espagnole avec vous et en plus une série récente qui est très très bien, qu'on recommande, enfin que moi je recommande en tout cas. Vous allez nous donner votre point de vue dessus. Mais avant ça, je vais vous présenter pour les auditeurs. Alors vous êtes agrégé d'espagnol, vous êtes diplômé de Sciences Po Bordeaux et docteur en littérature espagnole contemporaine. Vous êtes chercheur associé au laboratoire LIRCES à l'Université de Côte d'Azur. Votre thèse a porté sur les rapports entre littérature et histoire dans le roman espagnol contemporain. Alors, vous avez plus précisément étudié des romans documentaires sur la mémoire. Et il s'agit en fait de romans qui reviennent sur l'histoire récente espagnole, de la guerre civile jusqu'à la transition, et qui cherchent à participer au débat autour des enjeux mémoriels en mettant en scène des sources documentaires, notamment des archives et des témoignages. Alors, on va peut-être avancer un petit peu plus, quoique vous allez me dire peut-être pas forcément trop, dans le temps. On va peut-être se décentrer par rapport à l'histoire centrale de l'Espagne, j'allais dire, pour aller vers le nord du pays, vers le Pays Basque aujourd'hui. Vous allez nous présenter, Lucas, aujourd'hui, une série qui s'appelle Patria. Alors, peut-être pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, dites-nous d'abord pourquoi avoir choisi cette série-là, Patria, pour venir à notre micro. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, concernant le choix de la série, tout simplement parce que c'est une série qui aborde la question du terrorisme au Pays Basque, qui a été principalement le fait d'une organisation qui s'appelle ETA, qui est normalement pour la plupart des auditeurs qui est toujours bien connue, puisque c'est une organisation qui a mis fin à ses activités assez récemment finalement, au début des années 2010. Alors, ETA, ça signifie Euskadita Askatasuna, donc Pays Basque et liberté. Et Patria est, à ce titre, une série qui me semble fondamentale pour parler des questions de mémoire et pour comprendre les questions de mémoire concernant cette histoire du terrorisme au Pays Basque. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi cette série. Alors, avant de rentrer dans les détails de l'analyse, ce qui serait bien, c'est peut-être pour les auditeurs que vous nous présentiez le pitch de cette série qui revient, vous l'avez dit, véritablement sur l'ETA et sur son fonctionnement, on va dire quasiment en interne. Et ça, c'est assez intéressant parce que on a beaucoup entendu parler de l'ETA aux informations depuis de nombreuses années, même si ça s'est effectivement calmé depuis les années 2000 ou 2010 en tout cas. Mais c'est pas quelque chose d'inconnu. Et pourtant, cette série, vous l'avez dit, sans être un documentaire, en étant une fiction, va venir nous apporter un certain nombre de réponses sur le l'ETA. Exactement. Alors, cette série, c'est pour ça qu'on peut la qualifier en réalité de série vraiment historique. C'est une série qui propose une représentation véritablement réaliste de la vie au Pays Basque dans ce contexte du nationalisme basque, du terrorisme, et cela au cours principalement des années 80, 90, 2000. Donc, on a vraiment, c'est une série ça propose une assez longue fresque historique des années 80, pratiquement jusqu'à nos jours. Et il s'agit d'une série qui est vraiment une série historique dramatique, puisqu'évidemment, les événements qui sont narrés sont particulièrement funestes. Alors, concernant l'histoire, pour la résumer très brièvement, puisque je vais y revenir ensuite, c'est l'histoire de deux familles dans une petite bourgade du Pays Basque qui vont se retrouver divisées par cette question du terrorisme, avec une famille qui va être victime et l'autre famille dont l'un des enfants va se transformer, pour ainsi dire, en bourreau, en terroriste étara. Alors je précise,
Etara, je vais sûrement le réutiliser, ce mot, ça signifie simplement membre de l'organisation terroriste ETA. Donc c'est un terme qui est très utilisé au Pays Basque et en Espagne, mais qui est forcément moins connu en France. Voilà pour un résumé très rapide de la série. Alors, ce qui est intéressant pour nous, auditeurs, c'est vraiment de comprendre comment cette série a été créée. Hein. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série, vous l'avez dit, qui est historique, mais elle ne part pas sur rien. Elle part, et ça, c'est votre spécialité, Lucas, elle part sur un roman au départ. Exactement, exactement. Il faut bien comprendre effectivement qu'il y a eu cette série, elle a été créée, elle est très récente, hein. Elle est sortie le 27 septembre 2020 dans un certain nombre de pays, d'abord en Espagne, mais aussi en Amérique latine et aux États-Unis. Elle a été produite avec des moyens vraiment conséquents, hein, produite par une entreprise bien connue, hein, HBO. Aujourd'hui, la série, on peut la voir sur MyCanal. Elle est sortie en France après la fin de la diffusion des épisodes en Espagne. Et cette série, finalement, à gros budget, elle a effectivement repris un roman qui lui-même avait eu un succès assez incroyable, assez phénoménal en Espagne. Alors, il s'agit d'un roman assez récent, qui s'appelle également Patria. Il est sorti en 2016. Son auteur s'appelle Fernando Aramburu. Et Fernando Aramburu n'est pas du tout un inconnu des lettres espagnoles, hein. C'était déjà un auteur très connu. Il avait déjà écrit une nouvelle sur ETA qui avait quand même déjà été pas mal lu, on pourrait dire. Mais il s'était jamais, voilà, jusqu'à Patria, il n'avait pas fait du terrorisme basque un enjeu majeur de son écriture. Et en 2016, quand le livre sort, ça va véritablement être un boom littéraire assez incroyable, puisque vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Il s'agit d'un tirage absolument impressionnant pour l'Espagne, puisque c'est un pays où on lit moins qu'en France. Donc, c'est vrai que ce succès du livre a forcément pu apparaître aux créateurs de la série comme un gage de visibilité pour la série. Il se trouve donc que même avant la sortie de la série, quand la sortie a été annoncée, elle a tout de suite créé beaucoup d'attentes, puisqu'il y avait déjà ce phénomène éditorial qui l'avait précédé. Donc on peut penser que les lecteurs du roman auront souhaité découvrir la série, et que beaucoup d'autres personnes qui n'avaient pas sauté le pas, mais en avaient entendu parler, auront sans doute pu en profiter pour la découvrir. Voilà pour cette question du lien entre le roman et la série. Vous l'avez dit, hein, une série qui véritablement a été très attendue en Espagne, de l'autre côté des Pyrénées, où le TA a été au cœur de l'actualité. Vous l'avez représenté en introduction depuis plusieurs dizaines d'années. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment s'est passée la réception de l'autre côté des Pyrénées? Bien, la réception, alors j'ai pas trouvé les chiffres exacts sur l'audience de la série. Ce qui s'est produit, c'est qu'un choix a été fait concernant la diffusion de la série. Donc c'est une série qui a été diffusée uniquement sur des plateformes de séries en ligne, mais un premier épisode a néanmoins été diffusé à la télé en Espagne sur une chaîne qui s'appelle Telecinco, qui est une chaîne qui est populaire, hein, qui propose des émissions de divertissement principalement le soir. Et l'audience donc a été assez décevante. Donc c'est-à-dire à peu près 10,8% d'audience, ce qui est assez peu pour cette chaîne. Mais les commentateurs ont signalé que finalement cette série, elle s'adaptait pas trop à cette chaîne, et que aujourd'hui, s'agissant d'une série qui est diffusée sur Internet, les spectateurs, les téléspectateurs de séries sur Internet ont d'autres habitudes, d'autres usages. Donc, cette petite audience n'était pas forcément un reflet
de l'audience réelle de cette série. Concernant la réception, on va dire qualitative, la réception critique, elle a été très favorable, autant favorable que l'avait été la réception du livre finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que forcément, cette réception a été beaucoup plus contrastée, elle a été plus critique dans la presse de la gauche indépendantiste du Pays Basque. Et ça, nous y reviendrons un petit peu, je pense, par la suite, parce que là, ce serait vraiment un point à développer. Oui, une série, on le dit sur le Pays Basque. Alors ça aussi, ça peut peut-être parfois expliquer qu'un Andalou, par exemple, ou quelqu'un, un Valencien, par exemple, ne se retrouve pas autant au cœur des problématiques, puisque c'est une série véritablement où, à la fois, vous allez nous dire, Lucas, les acteurs sont basques et même bascophones, donc ça c'est très très intéressant au niveau de l'immersion. Et le cœur de l'histoire, c'est véritablement là aussi, hein, comme on est sur le théâtre, le Pays Basque. Donc on est dans un pays, contrairement à la France, où les provinces sont très autonomes. Et donc, est-ce que ça n'explique pas aussi cela, peut-être cette audience qui a été moins au rendez-vous que prévu? Ce n'est pas. C'est difficile à dire. C'est-à-dire que clairement, il y avait une volonté avec cette série, je crois, de faire vraiment une série effectivement très basque, mais de ne pas se limiter à ce volet-là. Je vais essayer de m'expliquer brièvement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que c'est une série qui est réalisée par des Basques, qui est réalisée pour des Basques, mais qui est aussi réalisée, on pourrait dire, pour le reste du monde, en réalité, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment on a vraiment un double versant avec cette série, c'est-à-dire elle renvoie une réalité sociopolitique très précise, très concrète, fortement localisée, fortement ancrée en territoire basque, avec finalement des acteurs locaux, beaucoup de personnes qui ont participé à l'élaboration de la série ont vécu ces événements vraiment de manière directe. Et dans le même temps, il y a cette volonté d'étendre, d'universaliser le propos. Et je pense que c'est pour ça aussi que la série, elle sort en Espagne et immédiatement, dans le même temps, également en Amérique latine, également aux États-Unis. Et c'est pour ça que d'autres pays la diffusent encore, la diffusent par la suite. Donc vraiment, je pense qu'on peut. C'est sûr que ça intéresse au premier chef le Pays basque, mais pas que. Il y a une dimension universelle qui rend cette série intéressante pour n'importe quel spectateur et qui la rend, je dirais même, accessible. Il y a vraiment cette volonté de diffuser une histoire qui va parler au basque, mais qui va également rendre cette histoire compréhensible pour ceux qui ne la connaissent pas directement. C'est donc une série qui se passe au Pays Basque, qui se passe au cœur du Pays Basque, dans la région de Saint-Sébastien. Exactement. Alors, ce choix, il est très intéressant. Bon, c'est le choix qui a été fait également dans le roman. Et il est très intéressant parce qu'il n'est pas du tout anodin. Saint-Sébastien, c'est la province du Guipuscoa. Hein, alors, pour schématiser la représentation du Pays basque, elle est pas évidente. Le Pays basque n'est pas forcément très évident à cartographier parfois, parce que finalement, ce mot renvoie à plusieurs réalités. Hein. On parle de Pays basque français, de Pays basque espagnol, on va parler de la Navarre, qui est parfois intégrée au Pays basque par certains, alors que d'autres préfèrent l'exclure du territoire basque. Alors disons qu'administrativement, en Espagne, on a une communauté autonome basque qui est constituée de 3 provinces, à savoir la Biscaye, la Lava et le Guipuscoa. Donc, le Guipuscoa, province de Saint-Sébastien. Et d'autre part, nous avons la Navarre, toujours en Espagne, qui est culturellement en grande partie basque. Et enfin, nous avons le Pays basque français. Et la série, elle se situe donc au Guipuscoa, donc une des 3 provinces de la communauté autonome basque. Et le Guipuscoa, c'est vraiment une province qui est très fortement basquisée. C'est la province la plus bascophone du Pays basque et c'est aussi la province la plus nationaliste. C'est vraiment le cœur du nationalisme et c'est le cœur de l'indépendantisme qui se trouve au Guipuscoa. Et ce choix donc était particulièrement
stratégique à ce niveau, puisque c'est vraiment dans ce territoire qu'on était susceptible de retrouver le type de violence qui est représenté dans cette série. Si on en vient maintenant, Lucas, aux acteurs, hein, vous avez dit les acteurs sont tous basques et bascophones. Alors même si on peut regretter ou pas, je ne sais pas, vous allez me dire peut-être le peu de répliques en basque, en tout cas, alors peut-être par souci de compréhension. Mais on a aussi un réalisateur pour certains épisodes qui est navarrais, donc vous avez montré la proximité avec le Pays basque. Et puis on a un producteur qui lui aussi est basque. Donc on a véritablement là un vrai enjeu de, je veux dire, quasiment de société pour les Basques de faire une telle série. Oui, tout à fait. Je pense que bon, le choix d'avoir surreprésenté les Basques dans la série est tout à fait légitime. D'abord, c'est vrai que tous ces acteurs sont basques et tous ces acteurs sont bascophones, et ça, c'est important de le souligner, puisque au Pays basque aujourd'hui, tous ne sont pas bascophones. C'est une tendance qui se développe. Hein. La pratique du basque se développe depuis la transition, mais ce n'est pas forcément aussi systématique que cela peut l'être pour les acteurs de la série. Et c'est vrai que ces répliques, finalement, en basque, elles sont ponctuelles, donc on peut se demander, mais pourquoi avoir choisi uniquement des acteurs bascophones? Pourquoi avoir choisi uniquement des acteurs basques plus largement? Et finalement, c'est qu'il y avait, je crois, un enjeu d'authenticité. Hein. Il fallait que, pour les petites répliques en basque, par exemple, il fallait que ce soit le plus naturel possible. Et donc, il était à ce titre logique que ces acteurs soient présents, que des acteurs bascophones soient présents. Ensuite, l'autre enjeu, et c'est un débat qui est intéressant, qui dépasse très largement la série en réalité, c'est que cette série parle donc d'un terrorisme qui a conditionné la vie des habitants de ce territoire, et sans doute que le producteur de la série, Aitor Gabilondo, a pensé qu'il était important que les acteurs aient eux-mêmes ce vécu du terrorisme pour pouvoir mieux incarner ces personnages. Hein, ce qui ne signifie pas que d'autres acteurs... Voilà, le but du théâtre, du cinéma, c'est justement pour des acteurs de pouvoir incarner des personnages qu'ils ne sont pas. Donc on pourrait aussi critiquer ou en tout cas interroger ce choix. Mais voilà, c'est le choix qui a été fait. Et il faut également remarquer, en tout cas moi ça m'a interpellé, que beaucoup de ces acteurs sont d'ailleurs originaires ou ont grandi dans la province du Guipuscoa. Donc il y a eu vraiment le choix de pousser jusqu'au bout cette logique de l'authenticité du vécu pour le choix des acteurs. Alors ensuite, la série, donc, vous l'avez dit Nicolas, a été produite par un Basque, Aitor Gabilondo, qui est également en charge du scénario. Il s'agit donc encore une fois d'un Basque. Il est du Guipuscoa, il est natif de Saint-Sébastien. D'ailleurs, petite parenthèse, comme l'auteur du roman, hein, Fernando Aramburu, est natif de Saint-Sébastien. Il a grandi à Saint-Sébastien. Alors, à la réalisation, effectivement, on a deux réalisateurs qui se sont partagés la tâche. Les 4 premiers épisodes ont été réalisés par Félix Biscarret, qui est navarrais, qui est natif de Pampelune, la capitale de la Navarre. Et nous avons un autre réalisateur, Oscar Pedraza, et lui, c'est le seul réalisateur dont je n'ai pas pu vérifier ou retrouver l'origine. Donc, c'est peut-être l'exception non basque de la série. Je ne sais pas, j'aimerais finir par le découvrir, mais pour le moment, je n'ai pas pu trouver cette information. On a aussi une costumière qui est basque, donc c'est véritablement, c'est vrai, j'allais dire une entreprise locale, et ça ajoute véritablement un vrai plus. Vous l'avez dit, Lucas, à l'authenticité du fait, parce qu'on sent bien que, comme vous l'avez dit, même si les acteurs peuvent jouer un rôle qu'ils ne connaissent pas, on sent bien que là, le contexte est bien connu et ça rajoute véritablement quelque chose de vraiment très, très, très réaliste. C'est très intéressant. Alors, peut-être pour les auditeurs qui n'auraient pas encore vu la
série sans tout spoiler. Lucas, ça serait maintenant intéressant de nous dire un petit peu ce qui s'y passe, de faire le pitch rapide de ces 8 épisodes. Avec grand plaisir. Alors, l'histoire de la série, je vais essayer de ne pas spoiler. Normalement, je devrais y parvenir puisque bon, le schéma narratif de la série est assez intéressant puisqu'il y a des allers et retours permanents entre différentes temporalités, et ce qui fait qu'on a très vite beaucoup d'éléments en main, et que petit à petit, au fur et à mesure que la série progresse, on approfondit simplement notre connaissance, mais très vite, on a les principales clés dès le premier épisode, on en sait déjà beaucoup. Alors, cette série, je l'ai évoqué tout à l'heure, elle raconte sur 3 décennies, entre les années 80 et l'année 2011, l'histoire de 2 familles qui habitent dans une bourgade de la province donc du Guipuscoa, non loin de Saint-Sébastien. Alors, ces 2 familles, ce sont 2 couples qui ont des enfants. Alors, d'un côté, nous avons le couple que forment Jesus Maria Lerchundi et sa femme Bichori. Alors, José María Lerchundi, il a un pseudonyme, Chato, donc d'ailleurs, on apprend très tardivement son véritable nom. Hein, il apparaît d'abord sous le nom de son pseudonyme, Chato, et donc sa femme Bichori. Ils ont 2 enfants. De l'autre, nous avons une autre famille, un autre couple, Roshian Garmendia et sa femme Miren, qui ont de leur côté 3 enfants. Autrefois, ces familles étaient inséparables et elles finissent par se déchirer le jour où Chato, donc le mari de Bichori, devient la cible de l'organisation indépendantiste ETA. Au début des années 90, Chato est finalement assassiné en bas de chez lui par un commando de ETA dirigé par José Mari, le fils de Roshian et Miren. En 2011, lorsque Bichori, désormais installée à Saint-Sébastien, apprend que Théa abandonne la lutte armée, elle décide de retourner dans son village, dans l'appartement qu'elle occupait avec Chato et qu'elle n'avait jusqu'alors jamais mis en vente. Et elle y retourne avec un objectif, connaître la vérité sur l'assassinat de son mari et notamment sur l'auteur du meurtre, puisqu'elle est au courant que José Mari, donc le fils de ses anciens amis, était impliqué, mais elle ne sait pas quel est ce degré d'implication. Elle ne sait pas qui a véritablement appuyé sur la gâchette, qui a tué son mari. Donc nous avons là 2 familles, autrefois unies par des liens d'amitié très forts, et désormais séparées par la violence terroriste et le nationalisme indépendantiste. Et il faut préciser que cette série, finalement, elle tourne principalement autour de 2 figures de femmes fortes, hein, autour de Bichori, la veuve de Chato, qui veut connaître la vérité, qui a cette colère de vérité, cette soif de vérité, et qui aspire également à une réconciliation. Il y a vraiment cette importance de la question du pardon est très importante. Et deuxième femme forte, deuxième femme fondamentale dans la série, Mylène, autrefois la meilleure amie de Bichori, qui est une femme autoritaire, qui effraie son mari, Roshian. Elle n'effraie pas que son mari d'ailleurs. Et son mari, Roshian, justement, lui était autrefois le meilleur ami de Chato. Donc on a vraiment ce croisement de destinées. Et je l'ai dit, José Mari, autre personnage important, est l'un des enfants de Mylène et Roshian. Il est devenu membre de Théa, donc un Netara, et en 2011, il purge une peine de prison pour les nombreux attentats terroristes qu'il a commis. Alors Lucas, si on rentre maintenant plus en détail, on va dire, dans les thématiques abordées dans la série, il y en a plusieurs. J'allais voir une première, même si on est face à une série, vous l'avez rappelé, de fiction, une série de fiction historique. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'elle aborde par le fond, j'allais dire même par le bas, par les acteurs, les relations qu'il y a entre le nationalisme et le terrorisme, les relations qu'il y a eu, surtout, vous l'avez dit, hein, depuis les années 80. Ça, c'est quand même un des vrais points forts de la série, c'est montrer quasiment sans phare ces relations-là. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que cette série, elle essaye je dis elle essaye parce que je ne suis pas persuadé à 100% qu'elle y
qu'elle y parvient de manière pleine et entière, on va dire, mais elle s'efforce de représenter ces relations entre terrorisme et nationalisme, et finalement de montrer à quel point il y a disons, le conditionnement sociologique, l'importance du terreau social à partir duquel va pousser le terrorisme comme de la mauvaise herbe, hein, pour le dire. Il y a quelque chose vraiment de très banal. Il y a quelque chose vraiment, il y a cette idée de la banalité du mal, pour reprendre l'expression d'Hannah Arendt, qui apparaît dans cette série. Alors, c'est pour ça que c'est peut-être pas son objet premier, mais on y voit dans cette série ces processus d'embrigadement, le contexte sociologique qui va permettre l'apparition du terrorisme. On y voit la force du groupe qui est représentée par la pression sociale très forte qui s'exerce depuis cette bourgade. Il y a vraiment cette question, en fait, de cet esprit de village, hein, cet esprit de village qui va contraindre les trajectoires des uns et des autres. Donc, derrière l'universalité du propos, puisque nous sommes tous sensibles à la détresse de cette famille, hein, la famille de Chato et de Biccioli, qui va se retrouver ostracisée, hein, qui va se retrouver rejeté. Nous sommes sensibles à un meurtre qui est finalement insensé, puisque Chato dans la série est représenté comme un homme bon, honnête. Nous sommes également sensibles à la force du pardon qui émane de cette série, mais par-delà cette universalité-là, donc il y a vraiment un portrait qui me semble très juste de la société basque des années 80 à nos jours, et notamment de ces bastions les plus nationalistes, ces territoires dans lesquels se dire espagnol, tout simplement se définir comme espagnol, était alors véritablement dangereux. Et je pense notamment à une petite ville qui s'appelle Hernani, qui, voilà, 20 000 habitants, qui se trouve 10 km au sud de Saint-Sébastien et qui correspond géographiquement, politiquement, sociologiquement à la petite bourgade qui est représentée dans la série. Et c'est vrai que cette ville, elle a toujours fait partie, depuis la transition, des bastions de la gauche indépendantiste au Pays Basque. Concernant cette hypothèse, hein, de la ville de Hernani comme modèle pour la petite bourgade qui est représentée dans la série et dans le roman, on a eu une confirmation de la part du romancier, de l'auteur du roman, Fernando Aramburu, qui a véritablement dit que ce territoire, cette petite ville, se rapproche de la bourgade qu'il a choisie dans le roman. Et c'est intéressant puisque dans le roman et dans la série, le nom de cette petite ville, qui est pratiquement un village, n'est jamais nommé. Et dans la série, d'ailleurs, ce n'est pas la ville d'Hernani qui a été choisie comme lieu de tournage, hein. Donc on sait que, voilà, tout ceci pour dire que en réalité, il y avait, certes, Hernani a sans doute servi en grande partie de modèle, mais il y avait plusieurs Hernani au Pays Basque. Il y a beaucoup de petites villes, de petites bourgades où ce type de pression sociale assez terrible, assez terrifiante, tout simplement parfois terroriste, hein, pour le dire de manière directe, il y avait beaucoup de lieux de ce type au Pays Basque, malheureusement. Pour continuer sur Hernani, et pour voir à quel point ce qui arrive dans la série se rapproche finalement de ce qui a pu se passer dans des petites villes de ce type. Alors en 2017, on apprenait dans un article du quotidien El Mundo que 14 personnes originaires d'Hernani se trouvaient alors en prison pour des faits de terrorisme basque, tandis que Théa avait tué dans cette même ville 7 personnes au cours de son histoire. Alors pour une petite ville de 20 000 habitants, c'est beaucoup, et c'est exactement ce qui se passe finalement dans la série, c'est de voir qu'il y a énormément de jeunes qui se retrouvent attirés par ETA et qui ensuite reviennent sur place pour tuer, tout simplement.
Ce qui était aussi intéressant à voir là-dessus, c'est la mémoire. La mémoire qui, aujourd'hui, bien sûr, de ce conflit-là, hein, cette véritable, on pourrait dire, bien sûr, guerre civile, même si pour les Basques, pour en tout cas pour les Étaras, c'était pas analysé comme tel, on voit bien aujourd'hui que cette série, elle est rendue possible parce que les cendres, justement, de ce conflit sont en train de se refroidir. La mémoire se refroidit un petit peu. L'ETA est aujourd'hui officiellement dissous. Et donc, ça permet peut-être aussi à la fois l'écriture du roman et le tournage de cette série. Exactement. Exactement. Je trouve que l'image que vous venez d'évoquer est très juste. Hein. On a vraiment cette sensation assez paradoxale au Pays Basque et en Espagne d'une sorte de disparition de la mémoire, notamment chez les jeunes générations. Je vais y revenir. C'est vrai en fait, il y a un contexte mémoriel qui est vraiment, qui, comme toujours, hein, dans les questions de mémoire, hein, la mémoire, c'est également de l'oubli. Et finalement, c'est également de ça dont parle la série, ou en tout cas, c'est contre cet oubli, contre le risque de l'oubli, que la série euh, euh, cherche à lutter. On a un contexte mémoriel très important. Donc en 2020, lorsque sort la série, et tout comme en 2016, lorsque le roman est sorti, ETA, l'organisation terroriste ETA, elle semble déjà loin, alors que finalement, c'est une histoire extrêmement récente. La fin de la lutte armée en octobre 2011 a véritablement été vécue comme la fin de ETA, alors que la dissolution, elle a finalement tardé à arriver, hein, puisque la dissolution effective n'est intervenue de son côté qu'en mai 2018. Et en mai 2018, lorsque cette dissolution est annoncée, elle est reçue avec une certaine indifférence en Espagne. Ça m'a beaucoup frappé à titre personnel. Pour mémoire, la réaction du gouvernement de l'époque, qui était alors présidé par Mariano Rajoy du Parti populaire, hein, qui est le principal parti de droite en Espagne, du moins pour le moment, puisque les questions, les équilibres politiques sont très changeants, très évolutifs actuellement. Donc, Mariano Rajoy, à l'époque, il n'avait que très faiblement réagi à cette dissolution. Et tout s'est passé comme si la période 2011-2018 n'avait été une sorte de mort lente, à petit feu. Et derrière cette relative indifférence de la dissolution de 2018, c'est vrai qu'il y a finalement en fait la question de l'oubli qui, comme je l'ai dit, comme je l'ai rappelé, fait partie intégrante de la mémoire. En Espagne, et plus particulièrement au Pays Basque, il faut bien se rendre compte que la question de la mémoire de la violence politique au Pays Basque est aujourd'hui un enjeu très important. Il y a vraiment un enjeu de mémoire autour de cette question de la violence politique. Et je pense qu'il faut vraiment réinscrire Patria, à la fois Patria le roman et Patria la série, dans ce contexte-là. En juin 2016, donc l'année de sortie du roman, le grand quotidien de centre-gauche El País publiait un article qui s'intitulait La batalla por la memoria, c'est-à-dire la bataille pour la mémoire. Et dans cet article, une journaliste, Silvia Blanco, se rendait sur des campus de l'université du Pays Basque, puisqu'il y a plusieurs campus à Saint-Sébastien et à Bilbao notamment, et elle interrogeait des étudiants de première année donc, qui avaient, de par leur âge, vécu enfant la violence de ETA, mais ils n'en conservaient qu'une mémoire assez vague. Et cette constatation assez surprenante a depuis été confirmée par des études plus rigoureuses qui montrent que les étudiants basques de première année, aujourd'hui, ne savent pratiquement plus rien de l'histoire de ETA. Et donc, avec cette méconnaissance ou cet oubli, cette amnésie, se présente un problème absolument essentiel, c'est qu'avec cet oubli,
on a également le risque que des acteurs, d'autres acteurs parviennent à blanchir le passé. On a le risque de l'oubli de ce qu'a été ETA, on a le risque de l'oubli des crimes commis, et on a le risque finalement de la manipulation de l'histoire par des acteurs qui ont intérêt à cette manipulation. Et là, je pense très concrètement à la gauche indépendantiste. En fait, depuis 2011, on a finalement une question qui est celle d'un récit commun au Pays Basque, d'arriver à créer, à partir de ces mémoires très divisées au Pays Basque, autour de la question du terrorisme, comment créer un récit commun. Et cette question du récit commun, elle fait toujours aujourd'hui l'objet d'un débat récurrent, puisqu'on a finalement deux grands blocs mémoriels au Pays Basque. Si on écarte la question de l'oubli pur et simple, qui est un risque, on a deux grands récits mémoriels qui s'affrontent. Alors, il y a celui de la gauche indépendantiste, qu'on appelle au Pays Basque la gauche abertzale. Et la gauche indépendantiste, elle propose de comprendre le terrorisme, qu'elle n'appelle pas terrorisme, de ETA, elle propose de le comprendre comme le résultat d'une oppression historique de l'État espagnol sur le Pays Basque, et donc finalement comme le résultat, comme le produit d'un conflit. C'est vraiment cette idée qu'il y aurait eu au Pays Basque un conflit entre deux camps, qui est lié finalement qui serait lié finalement à la réaction, à l'oppression historique de l'État espagnol sur les Basques. Ça, c'est le premier récit, celui de la gauche indépendantiste. Il y a un second récit mémoriel, c'est celui des autres forces politiques globalement au Pays Basque, qui fait de ETA un groupe terroriste dont les actes étaient tout simplement des actes de barbarie déconnectés de la réalité, dans la mesure où le Pays Basque a obtenu, avec la transition, des libertés, des garanties, un gouvernement autonome particulièrement fort, qui a des prérogatives aussi très importantes, on le sait, et cette évolution politique a été très bénéfique pour la culture basque, puisque l'on sait aujourd'hui, effectivement, que la langue et la culture basque ont pu véritablement se développer de manière impressionnante au Pays Basque depuis la transition. Et aujourd'hui, donc, ces deux récits, le récit finalement indépendantiste du conflit, et d'autre part le récit de l'ETA comme un terrorisme insensé, un terrorisme barbare, déconnecté du réel. Ces deux récits continuent de s'affronter, et du côté de la gauche abertzale, du côté de la gauche indépendantiste, il y a une vraie conscience qu'une bataille mémorielle est en train de se jouer. Et finalement, Patria vient s'inscrire dans cette bataille mémorielle, c'est-à-dire que Patria, il n'y a aucun doute, elle s'inscrit vraiment dans ce récit de la dénonciation de la barbarie de Théa, tout en cherchant à s'intéresser à ces causes, tout en cherchant à représenter la fabrique de ce terrorisme, mais depuis une vision toujours très fortement critique, et finalement qui ne laisse aucune place au doute, qui ne donne aucune légitimité aux actions de ETA. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un enjeu aujourd'hui au Pays Basque très, très important, celui d'articuler ces mémoires avec une exigence éthique, celle de parvenir véritablement à un rejet de la violence passée, chose que la gauche abertzale, chose que la gauche indépendantiste a encore du mal à faire. Donc, on a finalement une question qui est double, qui est celle d'articuler les mémoires et d'entretenir cette mémoire pour la transmettre aux jeunes générations, pour lutter contre l'oubli qui pourrait justement permettre, si on laisse l'oubli s'installer, c'est également le risque potentiel que les causes de la violence terroriste reviennent, en tout cas que la violence terroriste en tant que telle puisse revenir
dès lors qu'on n'aura pas véritablement fait un travail de mémoire pour rejeter de manière claire cette violence-là. Donc on a Patria qui vient ici répondre à un déficit de mémoire, et donc à un besoin de mémoire, mais aussi un besoin d'histoire. Et c'est vrai qu'à en juger par les ventes exceptionnelles du roman, je l'ai dit tout à l'heure, 1 million d'exemplaires vendus, on peut considérer que ce roman, et sans doute la série également de ce fait, répondent à une véritable demande de récit. Et cette demande de récit, c'est sans doute un désir de mémoire, un désir de faire mémoire, et bien évidemment d'essayer de comprendre ce qu'il s'est passé au Pays Basque. Vous l'avez dit, Lucas, à l'instant, c'est très intéressant. Patria fait un vrai travail d'histoire. Et ce travail d'histoire, en faisant se questionner les mémoires, en prenant du recul dessus, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que même si on est espagnol, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui s'est passé. On n'a pas forcément une vision globale de l'histoire du pays des années 80 aux années 2010. Et ça, Patria le permet en 8 épisodes. Alors, c'est peut-être parfois un peu rapide, mais quand on regarde aussi, on y reviendra peut-être, la narration, en 8 épisodes, il n'y a pas de pause. Hein, il y a pas de, on est dedans tout le temps. Ça, c'est très intéressant. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant en tant que Français, même si j'ai vécu une partie de ma vie de l'autre côté des Pyrénées, on ne connaît pas bien l'ETA. L'ETA, on voit souvent des actions de personnes qui peuvent être presque qualifiées de romantiques. Je ne sais pas comment dire, qui se battent pour leur liberté en tout cas. Et on se rend compte que quand on voit la série, c'est pas du tout ça et que la réalité est beaucoup plus complexe. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a une vision d'ETA qui est, je crois, en France, parfois, alors peut-être que c'est en train de changer, mais jusqu'à récemment, il me semble qu'il y avait une vision assez faussée et qui est liée finalement à l'origine historique d'ETA, c'est-à-dire que c'est une organisation qui apparaît alors qui est fondée à la fin des années 50, mais qui commence à mener des actions violentes qu'à la fin des années 60, et donc dans un contexte de dictature franquiste, ce qui a fait que cette organisation a très vite été associée, tout simplement, et ça se comprend, à une organisation anti-franquiste. Et même après la disparition du franquisme en Espagne, cette vision-là a perduré. Et je crois que c'est d'ailleurs le principal intérêt historique de la série, puisqu'elle cherche véritablement à contredire cette vision euh, euh, résistentialiste et romantique, cette vision de TA comme organisation peut-être pratiquement, en tout cas qui aurait eu à l'origine des buts, des objectifs démocratiques, ce qui n'est pas le cas tout simplement. Et elle cherche à montrer finalement que ETA a été avant toute chose une organisation nationaliste basée sur un rêve, on pourrait dire, de pureté de la nation basque. Hein. Donc, s'il y a pureté, il y a donc exclusion, exclusion de ce qui est perçu comme autre, de ce qui est perçu comme étranger, et donc de l'Espagne tout simplement, avec Franco ou sans Franco. Et c'est vrai que la série, dans son scénario, qui suit, d'ailleurs, c'est vraiment étonnant qu'on la regarde après avoir lu le roman, c'est que la série suit pratiquement à la virgule près le roman de Fernando Aramburu. Et donc, il y a deux choix donc, qui sont communs à la série et au roman. Elle fait deux choix qui permettent de contredire cette idée d'une organisation terroriste anti-franquiste. Alors d'abord, le premier choix, c'est de montrer le terrorisme dans sa dimension proprement interne au Pays basque. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer comment cette organisation, ETA, qui disait représenter le peuple basque, dans une visée vraiment, j'insiste sur le terme de totalitaire, puisque vraiment il y a cette question de la pureté, de l'unité du peuple basque qui aurait été que Théa a cherché à représenter de manière assez quintessentielle, on pourrait dire. Et il s'agissait donc de montrer que ETA, finalement, a mené un combat qui a failli entraîner le Pays basque dans la guerre civile, puisque ce terrorisme a d'abord été un terrorisme entre Basques, en tout cas entre habitants du Pays basque. Qu'on regarde une carte des différents lieux
où ETA a pu agir et a pu tuer, on se rend compte très facilement que la majeure partie des meurtres et des attentats commis ont été commis au Pays basque espagnol. Et donc dans la série, comme dans le roman, le choix a été fait de représenter un terrorisme entre frères. Hein. J'insiste vraiment sur ce mot de frères, une sorte de violence euh, vraiment au sens biblique du terme, Abel et Caïn, quoi, hein, au sens où Chato, l'entrepreneur, est un habitant qui a des racines profondément ancrées au Pays basque et dans sa commune. Hein. C'est un personnage qui est bascophone, qui a vraiment le basque comme langue maternelle. Ses enfants sont d'ailleurs un petit peu comme tous les jeunes de la bourgade, ils sont très nationalistes, ils sont indépendantistes, et Chato est finalement assassiné par un commando dirigé par Rochemali, le fils de son meilleur ami, Rochian, et le fils donc de Mylène, qui est la meilleure amie, je l'avais dit tout à l'heure, de Bicholi, la femme de Chato. Donc dans ce drame, se concentre finalement de manière chimiquement pure toutes les contradictions de la violence de ETA. Il y a un second choix qui est très important, c'est un choix qui est chronologique, qui permet aussi de contredire cette vision d'une organisation d'ETA comme organisation antifranquiste, puisque toute l'histoire de la série se passe en démocratie espagnole une fois que la transition a été conduite à bon port, puisqu'on sait que la transition débute en 1975, à la toute fin de l'année 1975, avec la mort du général Franco, et on a l'habitude de considérer que la transition prend fin en 1982 lors de l'élection du Parti socialiste ouvrier espagnol, le PSOE, et l'arrivée de Felipe González au pouvoir. Donc, c'est-à-dire le moment de l'alternance, hein, le moment où on a enfin un nouveau parti au pouvoir, puisque la transition a été conduite principalement par un parti de centre-droit qui s'appelait l'UCD, qui a aujourd'hui disparu. Donc, je l'ai dit, la série se concentre sur des années qui suivent cette transition jusqu'à nos jours, hein, sur les années 80, sur les années 90, sur les années 2000 et l'année 2011, enfin, en particulier. Donc ce choix, finalement, il permet de souligner une réalité qui est bien connue, hein, mais qu'il est toujours bon de rappeler, à savoir que l'activité meurtrière d'ETA a augmenté notablement à la fin des années 70, donc durant la transition démocratique, dans un but de déstabilisation de ce processus d'ailleurs. Et finalement, cette violence est devenue encore plus intense au cours des années 80, alors que la démocratie était cette fois-ci bel et bien installée. Et ensuite, ETA a toujours maintenu des niveaux de violence assez conséquents dans les années 90 et jusqu'aux années 2000. Hein, parce qu'ensuite, là, ça devient beaucoup plus compliqué pour l'organisation, puisque la pression policière va avoir des effets assez notables. Et l'organisation ne pourra tout simplement pas suivre dans ses activités. Donc aujourd'hui, on a finalement beaucoup d'historiens qui remettent en cause cette idée de l'organisation de l'ETA comme organisation antifranquiste, alors que c'est vrai que c'est une vision qui avait été partagée à l'époque, hein, parce qu'on se souvient que au début des années 70, il y a eu quelques événements qui ont durablement marqué la mémoire de ce terrorisme-là, de la façon dont on percevait le terrorisme de ETA. D'abord, on a eu le procès de Burgos en 1970, où là, il y a eu une pression internationale assez conséquente pour obtenir la grâce de certains des prisonniers, en tout cas pour leur éviter la peine de mort plus précisément. Et ensuite, on a eu en 1973 un attentat extrêmement important et très retentissant de ETA, à savoir l'assassinat
de celui qui était alors le numéro 2 du régime franquiste, hein, l'amiral Luis Carrero Blanco, assassinat qui est intervenu donc, le 20 décembre 1973, absolument spectaculaire, en plein Madrid, alors que l'amiral sortait de la messe, et donc dans la rue dans laquelle sa voiture blindée passait, dans cette rue avait été déposée une bombe, et la voiture a littéralement volé dans les airs et a finalement atterri dans le cloître d'un couvent qui se trouvait juste à côté. Enfin, c'est absolument, ça a été un moment incroyable, puisqu'on avait l'impression que la dictature franquiste était touchée au cœur et que ETA était finalement en train de mener une entreprise pratiquement démocratique. Pourtant, la dimension nationaliste d'ETA et anti-espagnole a toujours été présente. Et c'est ce qui explique sans doute qu'aujourd'hui, quand on regarde de manière rétrospective cette histoire, 95% des assassinats commis par cette organisation ont eu lieu après la mort de Franco. Donc la série Patria, elle fait le choix ouvertement, elle fait le choix de ne pas parler du franquisme, de ne pas montrer la naissance de Théa à cette époque, comme si finalement cette origine sous Franco n'avait que peu d'importance, comme s'il s'agissait de ne surtout pas véhiculer l'imaginaire anti-franquiste qui avait pu être associé à ETA. C'est à ce titre un choix qui historiquement me semble pertinent. Et par contre, Patria ne fait pas l'impasse sur la violence exercée par l'État espagnol en Pays Basque à cette époque. Et donc, il y a d'une certaine manière ici une allusion indirecte au franquisme par le biais de cette question de la violence étatique, de la violence de l'État espagnol au Pays Basque, puisqu'on sait que la pratique de la torture, qui est représentée dans la série et qui fait partie finalement de ces pratiques de torture, elles sont bien documentées et elles ont été fréquemment dénoncées. Elles ont été fréquemment dénoncées, notamment, bien sûr, par la gauche indépendantiste basque. Et ces actes de torture, on sait qu'ils ont été systématisés sous Franco. Bon, ça existait déjà avant Franco. Ce n'est pas Franco qui a amené la torture en Espagne. Il y a une très longue histoire de la torture en Espagne, sans pour autant vouloir rentrer dans des clichés de type l'Espagne, pays de l'Inquisition, mais effectivement, il y a une très longue histoire de la torture et Franco a malheureusement perpétué et intensifié cette pratique en Espagne, et on sait que ces actes-là ont donc perduré après Franco, tout simplement puisque la police, de même que l'armée, ont mis du temps à opérer leur transformation, ont mis du temps à se démocratiser. Donc, ce n'est malheureusement pas une surprise que ces pratiques aient pu à ce point se perpétuer après la mort de Franco. Et c'est intéressant que la série fasse ce choix d'aborder directement cette question du terrorisme en représentant finalement assez longuement les actes de torture et la violence policière en territoire basque. Alors là, je pense aux scènes de torture autour du personnage de José Mari, mais je pense également à la perquisition qui est conduite au domicile de Mylène et de Rocian par la police, puisqu'on voit que leur appartement, après le passage de cette police, a été littéralement saccagé, avec une forme de rage qui cherche sans doute à représenter la tension de ces années-là entre la police espagnole et les habitants du Pays Basque, cette tension, ce clivage, cette défiance. Et d'ailleurs, cette question des violences policières et de la torture en particulier, elle a créé une polémique à la sortie de la série, puisqu'un choix promotionnel assez malheureux a été opéré à la sortie de la série, puisqu'une des affiches promotionnelles, c'est des affiches assez grandes qui ont été installées dans les principales villes espagnoles au moment de la sortie. Donc, une de ces affiches promotionnelles proposait une vision binaire, avec d'un côté un photogramme de José Mari dénudé au sol,
entouré par des policiers. Donc on comprenait évidemment qu'il était alors voilà, tout simplement soumis à la torture. Donc d'un côté, on avait cette image de la torture par la police espagnole, et de l'autre côté, un autre photogramme pardon, représentait Mylène auprès du cadavre de son mari, Chato, sous la pluie, juste après que celui-ci a été abattu. Donc c'était vraiment un choix assez singulier, assez polémique, assez malheureux tout simplement, puisque ça a mené à mettre sur le même pied ces deux violences. Alors, on peut bien sûr en discuter, mais ça a été, il n'en reste pas moins on peut comprendre qu'il s'agisse d'un choix problématique, hein, d'opérer une telle mise en parallèle, puisque si les actes terroristes, numériquement, ont été très largement supérieurs aux tortures. Et ce choix a d'ailleurs été, ce qui n'excuse en rien les actes de torture par ailleurs, bien évidemment. Ce choix a été ensuite critiqué par Fernando Aramburu, l'auteur du roman, et c'est un choix qui ne correspond pas vraiment à la vision de la violence qui est montrée dans la série. Hein, il n'y a pas de mise en parallèle. Il n'y a pas cette volonté de mettre sur le même pied ces deux violences. Il n'y a pas du tout cette volonté-là. Au contraire, la violence de ETA est montrée et pointée du doigt de manière constante dans la série. Donc on a eu un choix promotionnel qui a été vu d'ailleurs comme une sorte de technique commerciale, comme s'il s'était agi de faire parler de la série, quitte à le faire de manière polémique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la série, elle fait le choix de ne pas éluder ces violences, elle les aborde directement. Elle parle de la violence des Galles, donc ces mercenaires à l'époque payés par l'État espagnol pour aller assassiner directement des terroristes d'ETA, souvent avec des bavures et des erreurs d'ailleurs, puisque de nombreux innocents ont été tués, puisque ces mercenaires se sont parfois trompés de cible, tout simplement. Donc, on a la violence des Galles, on a la violence de la torture policière, on a les violences quotidiennes de la police qui sont représentées dans la série. Et c'était important de montrer finalement que l'Espagne, durant ces années, en tant qu'État, n'a pas su respecter les droits de l'homme et a finalement parfois aussi contribué à alimenter ce terrorisme de ETA, puisqu'il s'agit d'un terrorisme qui repose fondamentalement sur l'idée que le peuple basque est opprimé, et ces actes de l'État espagnol ont donc bien évidemment nourri ces représentations, et c'est bien malheureux. Vous parlez à l'instant, Lucas, vous avez abordé la problématique des violences qui, bien sûr, est omniprésente dans la série. Vous nous montrez très bien ces violences physiques et vous avez bien dit aussi qu'elles sont de part et d'autre, à la fois du côté des États, mais aussi du côté de l'État espagnol, ça on le voit bien. Et puis, moi, j'ai trouvé, en regardant Patria, que, en fait, on voit bien toutes les formes de violence. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit, bien sûr, et c'est la plus marquante parce qu'elle touche des gens dans leur chair, c'est la violence physique. Mais il n'y a pas que celle-là, il y a la violence psychologique aussi, qu'on peut voir à travers des images, des graffitis. Il y a la violence économique avec le fameux impôt révolutionnaire que devaient payer certains industriels ou commerçants. Toutes ces formes de violence sont montrées, sont présentées, et encore une fois, je vais dire sans phare dans Patria. Tout à fait. C'est vraiment un des grands intérêts de la série de proposer cette expérience réaliste de la violence du nationalisme extrémiste de Théa, de montrer toutes les formes de violence, toute la diversité de cette violence. C'est vrai que on a cette représentation d'un processus de rejet, d'exclusion d'une famille, hein, la famille de Chato et de Mylène, une famille qui est littéralement exclue de la communauté. Alors ici, d'une communauté qui est considérée
on pourrait dire une communauté nationale, hein, la communauté entendue comme communauté nationale basque. Et, c'est vrai que cette représentation, elle fait écho à évidemment des expériences qui ont été vécues par énormément de familles, hein. On retrouve finalement dans la trajectoire de cette famille, Chato et Mylène, des pratiques de violence politique, de violence sociale qui ont très fortement touché tout le Pays basque dans les décennies représentées dans la série. Alors, effectivement, Nicolas, vous avez parlé des graffitis. C'est quelque chose qui est assez fort dans la série, qui est peut-être représenté de manière assez, peut-être un petit peu excessive, mais en tout cas, ce sont des pratiques qui sont très bien documentées. On peut malheureusement retrouver très facilement, hein, ces illustrations de murs au Pays basque avec des inscriptions visant à dénoncer un voisin, à le livrer à la vindicte populaire, à le livrer à ETA tout simplement. On retrouve très facilement, sur un moteur de recherche, il suffit d'aller de taper quelques mots-clés et on retrouve ces images qui font froid dans le dos et que l'on voit dans la série. Hein, c'est vrai que dans la série, d'ailleurs, ces tags, ces graffitis constituent le début de la descente aux enfers de Chato, puisque jusqu'à présent, on voit dans sa trajectoire que dans un premier temps, il reçoit des lettres d'extorsion et il arrive à garder cela plus ou moins secret. Il n'en parle qu'à très peu de personnes. Et donc, il essaye de contenir, on va dire, la vague. Et puis, un jour, il découvre que son nom est écrit sur les murs du village. Et là, c'est à partir de là qu'il est absolument ostracisé et que les habitants ne lui adressent plus la parole et qu'il n'adresse plus la parole à sa femme, à ses enfants, etc. Et c'est vrai que ces graffitis ont été malheureusement une pratique courante. Et comme dans la série, il pouvait représenter le nom entre guillemets, du pestiféré, entouré d'une cible en guise de menace de mort. Et c'est ce qui va arriver dans la série à Chato, puisqu'il va d'ailleurs mourir non loin d'un de ces graffitis, où l'on voit son nom entouré d'une cible. Ce graffiti qui avait été tagué sur la porte de son garage. Donc c'est vraiment cette violence-là, je crois qu'il est très important de s'en souvenir et de montrer ces mécanismes. Ensuite, c'est vrai qu'il y a également dans la série une autre pratique, une violence économique, qui est celle de l'impôt révolutionnaire, qui sont les termes qu'utilisait ETA à l'époque. Dans la série, on voit que Chato fait donc non seulement l'objet d'une campagne de harcèlement, mais aussi d'une campagne d'extorsion. En réalité, d'ailleurs, cette campagne de harcèlement est la conséquence de son refus de payer l'impôt révolutionnaire, puisqu'on apprend qu'il a payé une première fois et qu'il décide, puisqu'il reçoit ensuite une deuxième lettre, hein, dans un premier temps, on lui avait demandé une petite somme, il paye, il finit par payer, et il reçoit une deuxième lettre où on lui demande finalement 25 millions de pesetas, soit environ 150 000 euros, et là, finalement, il décide de ne pas payer, pensant que c'est sans doute une erreur, ou en tout cas, là, cette fois-ci, il entre dans une phase une petite résistance passive. Il pense que voilà, tout ceci va être oublié. Et malheureusement pour lui, ça ne va pas être le cas. Alors concernant cette pratique de l'impôt révolutionnaire, c'est vrai que c'était le montant de 150 000 euros, pour Chateau, on peut penser que c'est beaucoup. D'ailleurs, on voit dans la série, hein, c'est un petit entrepreneur. Bon, il a une entreprise de transport, mais on a l'impression que c'est beaucoup. Et en réalité, c'est un montant qui est plutôt réaliste, hein, qui correspond bien à ce que ETA pouvait demander à l'époque aux chefs d'entreprise basque au nom de la résistance, je reprends encore un terme de ETA, face à l'Espagne. On retrouve très facilement également sur Internet des lettres de ce type,
des photographies de ces lettres. Et c'est assez, ça fait froid dans le dos, effectivement. Et c'est un impôt donc, qui était une pratique très très fréquente de l'ETA. Euh, et c'est intéressant parce que finalement, on a aujourd'hui des chiffres assez, euh, assez précis sur l'étendue de cette violence. On a un ouvrage collectif qui a été publié en 2020, d'ailleurs très récent, qui s'appelle Los Empresarios y ETA, c'est-à-dire les chefs d'entreprise et ETA. Et dans cet ouvrage, on apprend que environ 10 000 chefs d'entreprise basques ont, durant la période d'activité de ETA, reçu une lettre de réclamation, de paiement de cet impôt, toujours entre guillemets. Au total, on sait que 33 chefs d'entreprise ont été assassinés durant la période d'activité meurtrière de ETA entre 1968 et 2011. Et finalement, le personnage de Chateau il correspond à une réalité très attestée, d'où le caractère réaliste de cette représentation. Et enfin, effectivement, on a une troisième forme de violence qui est représentée dans la série, et c'était important de la représenter, je crois. C'est ce que ETA a appelé la socialisation de la douleur. La socialisation de la douleur, c'est ce moment du milieu des années 90, lorsque ETA décide de changer, de réorienter sa stratégie. Puisque jusqu'à présent, jusqu'alors, ces cibles étaient plutôt des policiers ou des militaires. On avait eu des exceptions. Il y a eu des civils qui ont également été touchés dans les années 80. Mais c'était plutôt des exceptions par rapport à la règle qui était de s'en prendre aux forces de l'ordre de l'État espagnol. Et à partir du milieu des années 90, on a évidemment, et les chefs d'entreprise également, qui étaient également visés comme cible secondaire, donc en plus des policiers et des militaires. À partir de 1995, on a une nouvelle donne. On a deux nouveaux modes opératoires qui s'inscrivent dans la durée. On a d'une part ce que les médias ont appelé la Kale-Borroka. Alors, la Kale-Borroka, on a des représentations dans la série. Ça désigne cette sorte cette dégradation urbaine. Par exemple, le fait de brûler des bus, le fait de brûler des conteneurs, le fait d'aller brûler des distributeurs de banques, le fait de caillasser la police, tout ce que l'on voit dans la série. Et c'est ce qu'on appelle la Kale-Borroka, qui signifie en basque tout simplement la lutte de rue. Calais, d'ailleurs, on reconnaît le mot espagnol cailler. Cette pratique est très représentée dans la série. On voit que Rochemali, avant de rentrer dans la clandestinité, avant d'entrer véritablement dans ETA, finalement, Rochemali, il se forme, il se fait repérer en participant à cette Kale-Borroka, en participant à ces guérillas urbaines dans Saint-Sébastien. Ça, c'est dans la socialisation de la douleur, donc c'est un premier mode opératoire, celui de la lutte de rue, de la guérilla urbaine. Le deuxième mode opératoire que l'on voit également dans la série, qui s'inscrit dans cette idée de socialisation de la douleur, c'est d'ouvrir les attaques de ETA contre les partis politiques sous la forme d'assassinats politiques. Et là, c'est vrai que la série représente quelques assassinats de ce type. Alors, on a le cas d'un conseiller municipal que l'on voit très brièvement dans la série, Manuel Zamarreño, qui effectivement, on peut penser dans la série qu'il s'agit d'un personnage de fiction. Dans la série, c'est un personnage qui apparaît deux fois très brièvement, une première fois lors d'un petit dialogue et la deuxième fois lors de son assassinat. Et effectivement, ce personnage, en réalité, est attesté dans le réel. Il a été bel et bien assassiné en 1998. Il est également fait dans la série une référence à l'assassinat de Gregorio Ordóñez,
en 1995, qui était alors adjoint au maire de Saint-Sébastien. Et effectivement, dans la série, il est mentionné que sa tombe a fait l'objet ensuite de profanations qui sont elles aussi malheureusement attestées. Voilà concernant cette diversité de la violence que la série propose. Regardez Patria aussi, Lucas, est très intéressante parce qu'on peut appréhender, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, ou qui d'ailleurs ne la connaîtraient pas en détail, on peut appréhender aussi, et c'est très intéressant, la culture basque. Alors, on l'a dit tout à l'heure en introduction, le basque, ça n'a pas été tourné en basque, ça aurait peut-être pu l'être, mais ça n'a pas été fait. Mais on voit bien que des symboles de la culture basque apparaissent, avec en premier quelque chose qui peut paraître, en tout cas, pas paradoxal, mais secondaire à vue de France, et pourtant c'est au cœur des débats, c'est le drapeau basque. Tout à fait. Tout à fait, vous avez raison. C'est vrai que cette question, le symbole du drapeau basque, il est très important puisque il est légal dans la communauté autonome du Pays basque, donc dans les 3 provinces que sont le Guipuscoa, l'Álava et la Biscaye. Mais en Navarre, ce drapeau qui n'a pas, disons, de justification administrative, puisqu'il est officiellement le drapeau de la communauté autonome voisine, la communauté autonome basque. En Navarre, ce drapeau, la présence sociale de ce drapeau pose toujours problème. Hein, pour les lecteurs du quotidien Sud-Ouest, c'est vrai que peut-être que certains lecteurs de ce quotidien se souviennent que il y a eu quelques étés où, à Pampelune, lors des fêtes de la Sainte Fermine, on a eu des drapeaux basques géants qui ont été déployés, puis retirés de force par la police suite à des consignes du pouvoir politique. Donc, effectivement, c'est un drapeau qui continue de poser problème et qui illustre bien les tensions hein, et les contradictions parfois que l'on peut trouver au Pays basque. Alors cette ikurriña, ce drapeau basque, hein, est un drapeau qui est très très lié à l'histoire du nationalisme le nationalisme basque, pardon, puisqu'il a été créé par le père fondateur de cette idéologie, à savoir Sabino Arana, avec l'aide de son frère, à la fin du 19e siècle. Pour le décrire brièvement, il suffit sans doute que les auditeurs auront peut-être envie de le chercher ou le connaissent déjà. Hein, c'est ce drapeau qui a un fond rouge avec sur le devant une croix blanche superposée à une croix verte qui est, elle, positionnée en diagonale. Alors, Arana, il a pas choisi tous ces symboles par hasard, hein, puisque le rouge, il renvoie à la région de la Biscaye, puisque lui, il était originaire de Biscaye. Le blanc, il renvoie à Dieu. Et le vert, c'est une référence au chêne de Guernica. Donc, en réalité, aux lois particulières qu'il y a aux lois particulières qu'il y a au Pays basque. On voit également dans la série des drapeaux qui sont beaucoup moins connus, à savoir les drapeaux qui représentent ce qu'on appelle l'arrano beltza, c'est-à-dire l'aigle noir en basque, un aigle noir qui est représenté dans ces drapeaux sur fond jaune. Alors il s'agit d'un symbole en partie inventé hein, que les nationalistes basques associent au royaume de la Navarre. Donc ce symbole est également présent dans la série. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant les symboles du Pays basque dans la série. Peut-être en guise de conclusion, Lucas, un mot sur l'esthétique particulière de cette série. Notamment, vous allez peut-être l'évoquer, cette pluie, hein, vous l'avez dit, qu'on voit sur l'affiche, qui est une pluie parfois qui rend un côté oppressant à la série et qui d'ailleurs à la fois est présente pour cela, mais aussi pour dire que contrairement peut-être à certains clichés, toute l'Espagne n'est pas un pays où il fait beau et chaud toute l'année. Le Pays basque, plus au nord et près des Pyrénées, a peut-être un climat différent. Mais si je reviens sur l'esthétique elle-même, c'est vraiment aussi un des points forts de la série. Oui, tout à fait. C'est vrai que cette pluie basque, alors pour ceux qui sont allés en vacances au Pays basque, je suis persuadé que ça va susciter quelques souvenirs et peut-être quelques souvenirs peut-être désagréables puisqu'il pleut beaucoup au Pays basque. Et c'est vrai que
dans cette série, ce choix de la pluie qui était déjà très fort dans le roman est très important, puisque c'est vraiment la pluie qui va être associée à un climat gris, assez sombre, une atmosphère étouffante, qui va vraiment servir le propos. On voit que lors de l'assassinat de Chateau, la pluie et là, il pleut des cordes et la pluie va revenir sans cesse tout au long de la série. Euh, et elle va créer donc cette atmosphère oppressante. Et malgré tout, plus la série avance et plus le symbole va sans doute devenir, me semble, ambivalent. C'est-à-dire que si on regarde le générique, on voit que la pluie, finalement, lave le sang, puisqu'on a dans le générique un parapluie rouge sans doute, car, enfin, pas sans doute d'ailleurs, hein, parce qu'il est ensanglanté, c'est bien représenté dans le générique, et peu à peu, avec la pluie, il change de couleur, et c'est un petit peu, c'est une métaphore de l'ambition de la série et oui, de la série et du défi qu'affronte le Pays Basque contemporain, c'est-à-dire arriver à penser et à laver les blessure sans que cet effacement du sang versé n'aboutisse à l'oubli. Alors, je ne vais pas du tout raconter la fin de la série. On arrive à la fin de l'émission, mais ce n'est pas le moment de raconter la fin de la série. Effectivement, on a quand même dans la destinée de ces deux familles, finalement, en ligne de mire, on a la question de la conciliation des mémoires et donc de la réconciliation et du pardon. Voilà ce que l'on pouvait dire, je crois, sur cette pluie qui, moi, m'a rappelé de très beaux souvenirs, puisque c'est néanmoins un symbole et assez important au Pays Basque. C'est ce qui fait aussi le charme du Pays Basque, cette pluie. Peut-être en guise de conclusion, Lucas, un mot sur l'écriture de la série elle-même. On l'a évoqué, vous l'avez dit, en filigrane tout au long de l'émission. C'est dur parfois pour les scénaristes de faire cela, mais on a ici, en tout cas, vous l'avez dit, une vraie fidélité au roman d'Aramburu, et ça, c'est aussi un des points forts de Patria. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est assez étonnant d'ailleurs, hein, de regarder la série après avoir lu le roman, puisque les dialogues sont très souvent une reprise au mot près des dialogues du roman. Et concernant l'histoire, le tracé, la structure narrative, on retrouve également la structure narrative de la série, à savoir de nombreuses répétitions, des allers-retours, de très nombreux flashbacks, des séquences morcelés qui vont finalement déboucher sur une sorte de mosaïque narrative qui, je crois, rend bien compte de la déstructuration de la vie intime et sociale de ces deux familles ravagées par le terrorisme et le nationalisme et qui en sont littéralement malades. On a beaucoup de personnages malades dans la série et ce n'est pas pour rien. Donc on a une tension entre décomposition et recomposition qui est très importante dans le roman et qui est très importante dans la série. Donc, espérons que cette exposition des blessures et des maux de ces deux familles auront, excusez-moi, des vertus curatives, hein, au Pays Basque. En tout cas, je crois que un des intérêts de cette série, c'est qu'elle peut aider à développer une vision plus complexe, plus juste de cette histoire du terrorisme au Pays Basque et sans doute une vision plus empathique. Lucas Merlos, merci pour cette présentation très en détail et très intéressante aussi de cette série Patria, donc vous l'avez dit, disponible sur MyCanal, diffusée en France sur Canal+, à la fin de l'année 2020 et toujours visible sur la plateforme de la chaîne. Alors, vous avez donné aussi, Lucas, une petite bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com, et puis pour celles et ceux qui voudraient avoir le résumé de l'émission, vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire nonfiction.fr où vous retrouverez, comme pour toutes les émissions, le résumé et bien sûr les liens pour aller écouter notre podcast sur les plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube. Lucas Merlos, merci beaucoup vraiment pour cette évocation du Pays Basque, pour cette évocation aussi d'une mémoire difficile, d'une histoire difficile de l'Espagne et de cette région-là. Une série vraiment qui mérite le détour et je pense que vous nous avez donné envie à celles et ceux qui ne l'ont pas vue en tout cas d'aller la regarder. Lucas, à bientôt, j'espère, pour une autre série espagnole. Avec grand plaisir et merci beaucoup de m'avoir invité.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Trouble launches to clear. Such a beautiful planet populated by a stranger.